Bonsoir tout le monde, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la lecture des Déracinés, un roman de Maurice Barrès, paru en 1897, oui c'est ça. C'est le roman, le texte le plus connu de Maurice Barrès, qui était un homme politique français, un auteur, un essayiste, un chroniqueur et un journaliste français. Alors son roman débute à Nancy, dans un lycée où nous faisons la connaissance d'un groupe de 7 jeunes hommes à l'aube de leur vie, et nous rencontrons aussi leur professeur de philosophie, Monsieur Bouteiller, qui est la représentation du républicain kantien, qui applique la devise « Je dois toujours agir de telle sorte que je puisse vouloir que mon action serve de règle universelle ». Tout un programme. Voilà, alors quelques-uns de ces jeunes gens vont décider de monter à Paris pour suivre leur professeur, et puis surtout en quête de gloire et de fortune. Exilés, loin de leur Lorraine natale, ils vont se retrouver déracinés, confrontés à la dure réalité de la vie, et ils vont un petit peu se perdre et se retrouver face à des questions existentielles. Alors c'est vraiment un roman riche et intéressant, bien qu'il y ait une trame romanesque. C'est un roman qui reste très très riche en descriptions sur la vie économique et éthique d'un journal. On retrouve d'ailleurs la patte du journaliste de Maurice Barrès. C'est un roman aussi qui fait beaucoup de remarques sur l'éducation de l'époque, les conditions de la vie universitaire qui broient les pauvres, et, ou sinon même l'instituteur qui a pour mission de donner la réalité des Français aux enfants nés sur le sol de France. Bref, c'est un roman très intéressant, dont nous allons tout de suite reprendre la lecture. Nous venons juste de commencer, hein, on est juste au premier chapitre de ce roman, Les Déracinés. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag VBN. Si vous avez des questions, des remarques sur notre lecture, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous êtes bien installés. On reprend notre lecture des Déracinés de Maurice Barrès. Bonne lecture. Par contre, j'ai perdu le paragraphe, hein, comme d'hab. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Au résumé, il serait absurde... Je crois que c'est ça. Voilà, en fait, tout simplement, en haut de la page. C'est parti. Au résumé, il serait absurde de supposer qu'un Bouteiller, qui a pris sur Kant son point d'appui et qui désormais ne le vérifie pas plus que ne fait un croyant pour la vérité révélée, qui est le délégué parfait d'une espèce psychologique et d'un parti social, peut s'attacher à peser les conséquences de son enseignement et de se faire scrupule d'égarer les caractères d'une douzaine de jeunes gens. Bon, en fait, c'était le dernier paragraphe que je vous avais lu dans l'émission précédente, mais c'est pas grave, ça nous fera pas de mal de relire ce passage. Il tient son rôle strictement comme une consigne reçue de l'État. C'est le sergent d'instructeur qui communique à des recrues la théorie réglée en haut lieu. Exactement, il leur distribue de vieux cahiers, rédigés depuis 8 ans et qu'il a dictés à Nice, à Brest, comme aujourd'hui à Nancy. Certes, il n'est pas homme à négliger un service public dont il est responsable. Son cours est remarquable. Dans les premières fréquentations politiques, il a rehaussé d'une certaine morale sociale kantienne dont la construction porte sa marque propre. Toutefois, c'est un travail arrêté, définitivement, où il ne prend plus que l'intérêt de la diction et parfois de l'éloquence. Pendant que ces vieux cahiers, présentés avec chaleur, tombent en nouveautés enivrantes sur des êtres avides de recevoir, il assouplit sa voix, essaie des débuts à voix basse qui forcent un public à l'attention, cherche et trouve ses intonations émouvantes, ses accents de devoir et ses appels à l'énergie virile qui s'accordent le mieux avec son génie. Monsieur Bouteiller forme son âme de domination en déformant des âmes lorraines et dans le même temps lui prépare un emploi plus vaste dont elle est avide et capable. Par-delà Sturel, Racado, Mouchefrin, Galant, Suré-le-Fort, Romer Spacher,
On revient à notre petit nom allemand, là, que j'ai du mal à prononcer, excusez-moi. Je me suis toujours pas améliorée. Romer Spacher et Renondin. Il observe Gambetta. Au verso de leur pauvre copie d'écolier, il crayonna plus d'une fois des indications que le fameux orateur utilisa dans les débats sur l'enseignement public. Gambetta, d'une curiosité politique insatiable, eût voulu connaître chacun des Français. Monsieur Bouteiller lui donna des rapports sur l'esprit des fonctionnaires en Meurthe-et-Moselle. D'où, cette année-là, de nombreux déplacements et des révocations. Ces menées étaient secrètes. Il ne s'en expliquait pas au préfet et pas davantage à la loge maçonnique. Il fit chasser le portier du lycée, un nommé Fanfourneau, type singulier, bonapartiste enragé, qui amusait beaucoup et ne se scandalisait guère. En vain, des professeurs apitoyés essayèrent-ils comme une sorte d'imbécile. J'ai sauté une ligne. Oh là là, excusez-moi. En vain, des professeurs apitoyés essayèrent-ils d'éviter une telle rigueur aux vieux soldats, qu'elle présentait comme une sorte d'imbécile sympathique. Rien n'y fit. Et sur un ordre, le portier dut décamper avec son fils de 12 ans, Louis qui, par la même catastrophe, perdit sa bourse. C'était un enfant très doux, très nerveux. Et dans la cour des petits, on eut les larmes aux yeux en le reconduisant à la grille un dur soir d'hiver. Monsieur Bouteiller fut soupçonné. Ses collègues entre eux le blâmaient. Tous ses élèves nièrent sa responsabilité ou reconnurent son austère sentiment des implacables exigences du devoir. Ce rôle de dénonciateur n'inquiétait pas sa conscience. Elle se fiait tout entière à une règle morale acquise dans des méditations de cabinet et qu'elle ne remettait jamais en question. Quand M. Bouteiller était encore élève, un de ses condisciples déroba une montre, fut convaincu, puis, sur ses pleurs et ses supplications, pardonné par le voler. Mais lui, solennellement, porta plainte au proviseur, exigea l'expulsion du coupable. Avec quiétude, il faisait reposer toute sa conduite sur son enseignement sur le principe kantien qu'il formulait ainsi. Je dois toujours agir de telle sorte que je puisse vouloir que mon action serve de règle universelle. Dans les cas particuliers que nous citons, il avait jugé dans les cas particuliers que nous citons, il avait jugé qu'il n'appartient pas un brouillon qui se pique de générosité de maintenir quelque chose de pourri dans une collectivité. Il y a dans cette règle morale un élément de stoïsme et aussi un élément de grand orgueil, car elle équivaut à dire que l'on peut connaître la règle applicable à tous les hommes. Et puis encore, un germe d'intolérance fanatique, car concevoir une règle commune à tous les hommes, c'est être fort tenté de les y asservir pour leur bien. Enfin, il y a une méconnaissance totale des droits de l'individu, de tout ce que la vie comporte de varié, de peu analogue, de spontané, dans 1000 directions diverses. Cette dure morale sert M. Bouteiller. Par ses manœuvres, il donne des gages à ses grands amis de Paris. Je doute que ce fût un calcul, ces natures abstraites étant par définition dégagées des mesquineries. Mais les partis, s'ils aiment qu'on les serve, apprécient surtout qu'on se coupe toute retraite vers leurs adversaires. Par la puissance et par la discrétion de son travail, en toute carrière, n'est-il pas légitime qu'un débutant se laisse exploiter ? Et surtout par son zèle sectaire, il mérita l'estime de Gambetta, qui, sans trêve, recrutait des hommes. Un jour de mai, le jeune professeur monta dans sa chaire, plus blême, plus grave, plus homme de conscience que jamais. Et après un long silence,
ayant levé les yeux sur les élèves qu'émouvait un pressentiment. « Messieurs, leur dit-il, je viens de traverser une des crises de conscience les plus pénibles qu'il m'ait été donné de subir. Moi qui, je puis le dire, en ai subi de si douloureuses dans l'année 1871, où le devoir s'obscurcissait en même temps que la notion de patrie et l'idée d'humanité. Cette nuit, j'avais à choisir entre deux devoirs. Le gouvernement de la République m'appelle dans un lycée de Paris. Dois-je accepter ? Dois-je quitter des intelligences auxquelles je me suis attachée, auxquelles je puis encore être utile ? Je n'ai pas besoin de vous dire que l'idée d'avancement n'a pu un seul instant plaider dans ce débat intérieur. À celui qui, depuis des mois, est le compagnon de votre pensée, vous ferez bien l'honneur d'accorder qu'il n'envie d'autre poste que celui où il peut rendre son maximum de service. Mais précisément, dans l'espèce, suis-je juge de mon utilité. Si le gouvernement de la République dispose de ce que j'ai de force, ne dois-je pas m'incliner ? Les considérants que j'apporterai dans cette discussion ne seraient-ils pas, à mon insu, l'expression du plaisir que je trouve parmi vous ? Oui. Nous avons fait le plus pénible de notre tâche. Nous sommes des caractères qui avons appris à nous connaître. Il ne nous restait plus qu'à jouir de l'atmosphère fortifiante des sommets. Dans le début, nous nous étions un peu attardés aux philosophies d'Ionie. Et l'on coupe court difficilement, je l'avoue, aux entretiens de Socrate. L'hellénisme examiné, nous allions presser le pas, traverser plus rapidement des cultures notables, mais qui n'intéressent pas notre vie. C'est alors que nous aurions embrassé une grande pensée, la plus ample et la plus décisive, dont à plusieurs reprises je vous ai signalé les temps. Comment Kant aboutit au scepticisme absolu, et puis comment il rétablit le principe de certitude en disant « Une réalité existe, c'est la loi morale ». Beaux horizons, messieurs. Qu'il ne nous est pas donné de parcourir ensemble, mais prévenu par mes soins, vous voudrez souvent y revenir. Cette certitude des satisfactions que je trouverai à rester au milieu de vous me rend suspect le désir que j'en ai. Le devoir, pour l'ordinaire, a des aspects plus austères. Craignons de nous masquer la vérité par égoïsme. N'y a-t-il pas ailleurs une tâche plus lourde ? Des esprits qui ont besoin d'un conseiller, d'un guide ? Je remets leur sort entre vos mains. Pour moi, j'ai fait mon sacrifice. Si je n'ai pas pu cette nuit prendre un instant de repos, c'est que je devais accepter cette douloureuse séparation. À vous maintenant d'apprécier, si vous vous sentez l'énergie d'immoler au meilleur bien l'avantage incontestable de continuer sous un même maître la préparation de votre examen. Nous allons voter. Votez librement. Je me conformerai à la décision de votre majorité. Mais l'on aura vu si vous êtes des hommes capables de céder au devoir. Que ceux qui sont décidés à s'incliner devant la décision du gouvernement lèvent la main. Après s'être regardés les uns les autres, ils mirent les mains en l'air et M. Paul Bouteiller dit « Maintenant, l'épreuve contraire. Que ceux qui protestent contre mon départ lèvent la main. Galant de Saint-Flin, seul leva la main. Quelques-uns, soit par servilité, soit sous l'action du speech de M. Bouteiller, le huèrent. Mais le maître les fit taire. Monsieur Galant de Saint-Flin a usé de son droit absolu. Je lui demanderai seulement de nous dire, s'il le veut bien, le motif de sa protestation, qui, je le constate,
est unique. Galant, debout, comme c'était la coutume pour réciter la leçon, et très intimidé, sa petite figure jaune et pâle, un peu animée de rouge, dit « J'ai pensé que l'on pourrait envoyer à Paris le professeur que l'on nous destine, de sorte qu'ici, rien ne serait changé. » L'argument, quoique présenté sans aplomb, portait avec lui une telle évidence que chacun en eût été gêné, sans M. Bouteiller, qui répondit de sa belle voix grave. « Je suis touché du regret que vous exprimez de mon départ, Monsieur Galland de Saint-Flin. Mais, croyez-moi, c'est nous qui avons raison. Et contre un devoir, il ne faut pas subtiliser. Il ne faut jamais non plus que nos préférences personnelles interviennent contre ce qui porte un caractère d'utilité générale. Rappelez-vous le principe sur lequel nous fondons toute morale. Combien de fois nous l'avons formulé? C'est d'agir toujours de telle manière que notre action puisse servir de règle. Il faut se conformer aux lois. Excusez-moi, je bafouille un petit peu. Il faut se conformer aux lois de son pays et aux volontés de ses supérieurs hiérarchiques. J'irai donc à Paris, où m'appelle Monsieur le ministre de l'Instruction publique. Je vais vous quitter. La vie ne nous séparera pas. Je ne perdrai de vue aucun de vous. Je vous suivrai dans les carrières diverses où vous appelleront vos dons naturels, vos justes ambitions et le choix des autorités légitimes. Vous cessez d'être mes élèves. Vous devenez mes amis. Toujours je serai heureux si l'un de vous frappe à ma porte de cabinet de travail. Avant de partir, je voudrais une fois encore tâcher de vous être utile. Laissons de côté le cours. Laissons de côté l'examen de fin d'année. Vous pouvez l'envisager avec bon espoir. Je voudrais considérer avec vous un plus long espace et chercher à distinguer, d'après ce que je sais de vos aptitudes, comment vous collaborerez aux destinées de la patrie. Alors, cet homme admirable descendit de sa chaire et, se promenant le long des bancs, commença de dire une façon de bonne aventure à chacun de ses enfants, tremblant de gêne et d'orgueil. C'était exactement le sorcier de jadis, mais d'aspect moderne. Il disposait des mêmes forces, autorité dans le regard, intonation prophétique et psychologie pénétrante. L'âme un peu basse de cet homme, qui leur faisait l'illusion d'un philosophe et qui n'était qu'un administrateur, se trahissait en ceci qui les avertissait sur leur emploi et non sur leur être. Ils voyaient partout des instruments à utiliser, jamais des individus à développer. Monsieur Romerspacher, il faut que vous entriez à l'école normale. Il faut que vous entriez à l'école normale. Vous avez de la puissance de travail, peu de facultés imaginatives, un grand bon sens, de la santé intellectuelle. Voilà ce qui convient dans notre université, à une époque où il s'agit d'unifier les caractères. À vous aussi, monsieur Sturel, on pourrait conseiller l'école normale. Vous deviendrez un de ces petits esprits distingués, agiles et fins, comme ils sont formats autour de Weiss, d'Abbot et d'Assolan. Mais, excusez-moi, j'ai mal prononcé le nom Abou. Je l'ai prononcé à l'anglaise, d'About. Ben voilà, pourquoi pas, hein. D'About. Non, c'est pas du tout ça, c'est d'Abou, hein, on va le prononcer à la française. Donc je vais reprendre la phrase. Donc c'est le professeur Paul Bouteiller qui s'adresse à ses élèves, chacun son tour. À vous aussi, monsieur Sturel, on pourrait conseiller l'école normale. Vous deviendrez un de ces esprits distingués, agiles et fins, comme ils sont formats autour de Weiss, d'Abou et d'Assolan.
Mais la tâche pressante, la tâche si grave des éducateurs modernes, former une génération républicaine, selon moi, ne veut pas de brillants. C'est un luxe de vainqueur. En revanche, vous ferez un excellent magistrat. Il existe chez ces messieurs une tradition de culture agréable que la République aurait tort de laisser perdre. Le magistrat, sans la juger, a droit... Mince, j'arrête pas de sauter la ligne. Sauter de ligne, excusez-moi. Je me reconcentre. Je me laisse emballer par les conseils de M. Bouteiller, tels ses élèves. En revanche, vous ferez un excellent magistrat. Il existe chez ces messieurs, une tradition de culture agréable que la République aurait tort de laisser perdre. Le magistrat, désigné comme le soldat pour servir l'organisation sociale sans la juger, a droit à distraire son esprit. Vous avez de la fortune, je crois. Avec votre éducation, votre parfaite honorabilité de famille, vous ferez un excellent magistrat. Et si, comme il est probable, vous avez quelques dons de parole, vous fournirez aisément une belle et utile carrière. Vous, monsieur Gaillan de Saint-Flin, toute la classe tomba en arrêt, prête à rire. Vous devriez entrer à Saint-Cyr. Galland de Saint-Flin répondit avec naïveté. Ma grand-mère ne veut pas. Monsieur Bouteiller sourit. Il fit un geste qui signifiait « Oh, vous m'en direz tant, petit garçon ». Et sur tous les bancs, les élèves se balançaient de joie. Bouteiller les calma. Dès lors, monsieur Galland de Saint-Flin, ce que vous avez de mieux à faire, syndic, c'est de soigner vos priorités. Vos propriétés, pardon, pas la même chose. Il faudra venir de temps en temps à Paris, ne pas trop perdre de vue la société moderne, ses conditions nouvelles, ses droits absolus sur nous tous. J'aurais voulu pour vous, Saint-Cyr. Cela vous eût un peu assagi, réglé, accoutumé à une discipline. Enfin, je sais que vous ne serez jamais un homme de désordre. Bouteiller ne s'arrête pas un instant à comprendre la réponse de Saint-Flin. Cet enfant, fils d'un général et orphelin de mère, fut élevé par sa grand-mère dans une propriété qu'elle gère elle-même et qui représente tout leur patrimoine. Elle juge sainement qu'il pourrait y mener une vie honorable et utile. Les intérêts réels de l'enfant et de ce coin de France, le canton de Varennes, ont été étudiés de plus près par cette vieille dame. Que parle un philosophe nomade? Celui-ci qui ne s'attache qu'à trouver des serviteurs de l'État méprise un petit être accroché à sa famille. C'est par un simple mouvement de justice qu'il ne veut pas le quitter en le bafouant et qu'il conclut. Ne riez pas, messieurs. Galland de Saint-Flin est un bon Français. Le pays le trouverait au jour grave. Puis, passons aux voisins. Vous avez de la ténacité, monsieur Racado, et de la discipline. Si votre esprit, d'une croissance plus vigoureuse que rapide, ne vous permet pas d'atteindre l'école normale dans les délais, pourquoi ne chercheriez-vous pas l'agrégation de grammaire? Mais à quelques administrations que vous apportiez votre concours, vous serez un excellent fonctionnaire, solide au poste, utile à ses chefs et désigné pour de justes distinctions. Enfin, il s'arrêta devant Suret-le-Fort, dont il estimait le sérieux. Monsieur Suret-le-Fort, je vous vois au barreau. J'ai lieu d'espérer que vous ne vous perdrez pas dans les chicanes d'intérêts privés. Cependant respectable. S'il arrivait que votre heure, mûrie par votre expérience et par la confiance de vos concitoyens, vous dussiez intervenir dans les grands débats d'un peuple libre, je compte que vous donneriez votre concours aux doctrines sociales, qui font l'essentiel de la philosophie, tel que l'entend celui qui avait accepté la charge de vous enseigner. Au nom du gouvernement,
la loi morale et ses effets sur l'activité humaine. Ainsi parlait-il à chacun. Eux le regardaient marcher, jouissaient de sa voix, contemplaient son autorité, plus avidement qu'ils n'eussent écouté un héros de la tragédie. Il va à Paris, comme il avance, si jeune. Et moi, aurais-je une telle vie? Ces phrases, durant une demi-année, avaient conseillé la soumission aux besoins de la patrie, le culte de la loi. Mais son image triomphante dominait ses enfants, les faisait à sa ressemblance et obligeait leur volonté. Voilà, c'est l'heure de notre petite pause dans notre lecture de cet ouvrage de Maurice Barrès, Les Déracinés. Je vous propose qu'on se retrouve un petit peu plus tard pour la suite de notre lecture. En attendant, je vous souhaite une très très belle nuit. Salut à tous.